Chaque avancée scientifique raconte une nouvelle histoire. Et ce sont ces histoires, piquantes ou vertigineuses, que nous aimons raconter dans les pages d'Epsilon, le nouveau magazine d'actualité scientifique. Chaque semaine, je vous embarque dans l'enquête d'un journaliste de la rédaction. Je suis Valérie Greffose et vous écoutez le podcast d'Epsilon. Un arbre. Je ne suis pas un arbre. Je suis un être. Un arbre gardien. Le berger de la forêt. Depuis des centaines d'années, il tutoie les nuages, symbole éclatant de la force de la nature. Oh, le bel arbre. On ne l'avait jamais vu. Mais pas seulement. Les vieux arbres, ces vénérables ancêtres des forêts, jouent un rôle majeur dans les écosystèmes. C'est simple, sans eux, tout s'effondre. Séquoias géants, êtres multiséculaires et autres oliviers vénérables sont aujourd'hui au centre de toutes les attentions. Car ils possèdent non seulement des gènes exceptionnels, mais ils enrichissent aussi les sols et produisent beaucoup de graines, sans parler de la large faune qu'ils abritent. Et pourtant, ils ont longtemps attendu leur heure de gloire, car les biologistes et autres généticiens des plantes commencent à peine à prendre la mesure de leur rôle déterminant dans la vie et l'avenir des forêts. Le journaliste Jean-Baptiste Verrieras est allé à leur rencontre. Pourquoi les biologistes ne réalisent-ils que maintenant l'importance des vieux arbres, Jean-Baptiste ? Pour une raison assez simple, Valérie, c'est qu'ils sont très difficiles à étudier. Quand bien même il existe, les chercheurs estiment 243 espèces d'arbres qui ont au moins un représentant centenaire de par le monde. Alors, ce sont surtout des conifères, des vieux pins par exemple. Mais malgré ce nombre, ce n'est pas facile de suivre chacun de ces individus centenaires, chacun de ces vénérables au long cours. Leur vie enjambe plusieurs générations d'humains et de scientifiques. Et il faut donc passer beaucoup de temps sur le terrain, parfois sur des terrains aussi difficiles d'accès. Certains vieux arbres se situent dans des zones tropicales ou dans des zones escarpées qui sont très difficiles d'accès pour les scientifiques. Et puis l'autre difficulté aussi, c'est que les scientifiques ne savent toujours pas déterminer l'âge d'un arbre sans lui prélever un peu de son bois et potentiellement le fragiliser. Caroline Scotti est généticienne des populations à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement d'Avignon. J'ai demandé à cette spécialiste des vieux arbres si elle pouvait les reconnaître au premier coup d'œil. Eh bien non, je ne reconnais pas les vieux arbres du premier coup d'œil et en particulier ça dépend de la forêt dans laquelle je me trouve. Si je me trouve dans une vieille sapinière ou une vieille hêtraie, je vais avoir tendance à regarder les plus gros arbres et je vais peut-être pas trop me tromper parce que ces vieux arbres, ils auront peut-être des trous qui abritent des micro-habitats qui sont des signatures de vieilles forêts. Par contre, si je me promène dans une vieille forêt de pins de Salzmann autochtone qui est en forêt méditerranéenne, eh bien là, je risque fortement de me tromper parce que souvent les vieux arbres, ça va pas être les plus gros. Ce seront ceux qui poussent dans les sols les moins fertiles, qui seront peut-être les plus petits, qui vont embrasser des rochers tout biscornus, et voilà. Et ce seront eux les plus vieux. C'est ce que je dis. Ils me traitent comme un vieux et ça me fait malice. C'est pas de ma faute si j'ai 65 ans, j'ai mis assez de temps pour les avoir. Jean-Baptiste, comment les spécialistes ont-ils fait alors pour étudier ces arbres qui peuvent vivre plusieurs siècles ? Ils ont dû ruser. Et deux d'entre eux, notamment l'américain Chuck Cannon et l'italien Gianluca Piovesan, récemment ont utilisé un moyen détourné, assez malin pour aller à la rencontre de ces ancêtres des bois, de ces vénérables. Ils ont créé une forêt virtuelle simulée sur ordinateur. Ça leur a permis ainsi de recréer l'évolution de millions de forêts durant à peu près 15 000 ans. C'est ce qui nous sépare à peu près du néolithique. Ils ont ainsi pu suivre le vieillissement et la régénération, c'est-à-dire l'apparition de nouveaux arbres, au cours des siècles et des changements climatiques. Et bon, c'est sûr que des forêts comme celle-ci, des forêts aussi anciennes, n'existent que dans les livres de Tolkien et qu'il n'y en a plus, en tout cas sur Terre aujourd'hui. Il s'agit bien sûr de forêts idéales, préservées de toute nuisance humaine, mais finalement,
C'est quand même ce modèle qui a prévalu depuis l'apparition des premiers arbres il y a près de 400 millions d'années. Et alors, qu'ont-ils trouvé? Eh bien, tout d'abord, que les vieux arbres sont rares. Et ils le sont de plus en plus, même dans les forêts les mieux préservées du monde. Seul un arbre sur 100 peut atteindre un âge nettement supérieur à l'âge médian d'une forêt. Cette extrême rareté vient aussi d'être confirmée par un recensement mondial des vieux arbres, conduit par un chercheur australien, le chercheur David Lindenmayer. Et les chiffres sont frappants. Sur les plus de 3 milliards d'arbres dans le monde, seule une petite trentaine a plus de 2000 ans. Et à peine plus de 500, 620 pour être exact, ont plus de 1000 ans. Ça fait peu. On appelle ces arbres Utrayamogri, l'arbre des voix, les voix de nos ancêtres. Y a-t-il une région, en France, où les forêts sont plus vieilles qu'ailleurs? Caroline Scotti, généticienne des populations à l'INRAE d'Avignon. Alors en France, la forêt est plutôt globalement jeune parce qu'elle a été beaucoup reboisée, mais elle est vieillissante. Donc on a tendance à avoir des forêts qui sont en train de vieillir parce qu'aujourd'hui elles sont moins exploitées, elles sont gérées mais moins exploitées. Et donc elles sont vieillissantes. Les vieux arbres sont là et s'ils sont préservés, ils resteront, ils auront une belle mort. Mais alors la forêt a tendance à vieillir aujourd'hui. C'est dans les Pyrénées qu'on va trouver le plus de vieilles forêts. Il y en a à peu près 4%. 4% de la surface des Pyrénées est composée de vieilles forêts. C'est parce que les zones sont très difficiles d'accès, beaucoup plus que les Alpes, qui ont été beaucoup plus anthropisées que les Pyrénées. Et donc, on va les trouver en haute altitude. Ce sont des sapinières, hêtraies sapinières, chênaies, pins accrochés. Jean-Baptiste, si les vieux arbres ont mieux survécu que les autres, c'est logiquement qu'ils sont plus forts, non? Oui Valérie, et déjà ils ont dû savoir éviter les haches et les tronçonneuses, mais aussi bien sûr le feu, la sécheresse, le gel, les insectes ravageurs, les bactéries et autres virus. Bref, ils disposent donc sûrement d'un patrimoine génétique mieux adapté que les autres. Ils sont aussi probablement plus plastiques que les autres. Alors plastiques, c'est-à-dire qu'ils ont une grande capacité, avec les mêmes gènes, à s'accommoder à différents environnements. Un exemple emblématique de la plasticité chez les arbres, c'est le pin parasol. C'est une espèce, le pin parasol, qui a une faible diversité génétique et pourtant c'est une espèce qui a su s'acclimater, s'adapter à l'ensemble du bassin méditerranéen et donc à différentes conditions de température et d'abondance des pluies. Et ça, c'est grâce à sa grande plasticité, la grande plasticité des pins parasols. La génétique et la plasticité sont les deux aspects sur lesquels les scientifiques se penchent actuellement pour comprendre cette extrême longévité de certains arbres. Oh, bah t'as raison, mon Blaise. Ton rôle, c'est d'être respecté. C'est bon parce qu'on est des vieux qu'il faut nous prendre pour des andouilles. On accorde notre tête. Ah, bah. Depuis Avignon, Caroline Scotti coordonne justement une grande étude sur les forêts anciennes françaises. Et les premiers résultats montrent déjà qu'elles sont en bonne santé. Alors là, vraiment, on est au cœur d'un projet scientifique qui vient de commencer, où on va étudier la diversité génétique des différentes vieilles forêts et forêts anciennes, plutôt dans le sud de la France, pour voir si elles ont une continuité évolutive ou non. Est-ce qu'il y a des ruptures? Est-ce qu'il y a des différences entre ces vieilles forêts du point de vue de leur diversité génétique? Et sur certaines de ces forêts, on fait aussi un zoom sur des caractéristiques de résistance à la sécheresse. Est-ce que ces vieilles forêts, en comparaison par exemple avec une forêt de production, eh bien, il y aurait des différences vis-à-vis de la résistance à la sécheresse? Voilà, c'est des questions qu'on se pose pour essayer d'étudier cette capacité de résilience des vieilles forêts. Alors le terrain là vient de terminer dans les Pyrénées. Cette année, on s'est concentré sur les sapinières. Pour tenir debout, il fallait les pieds, mais surtout les mains, tellement c'était pentu. Donc, les collègues, ce sont des sportifs de haut niveau qui grimpent dans les arbres, parce qu'il a fallu étudier la capacité de régénération aussi des arbres. Donc, compter le nombre de cônes, regarder s'il y avait de la régénération au sol. En plus de la diversité génétique, on fait toute une étude écologique.
et de capacité d'évolution de ces arbres. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup de cônes dans ces vieilles forêts, donc elles sont vraiment en capacité de se reproduire. Il y a des arbres qui avaient plus de 200 cônes. Quand on sait qu'il y a une centaine de graines dans un cône, ça fait des milliers de graines qui vont être dispersées sur le terrain. Et il y a pas mal de régénération aussi, donc une forêt plutôt en bonne santé. Ils ont fait la même chose dans une forêt de production qui est un petit peu moins en altitude, où l'homme peut avoir accès plus facilement. Et donc, dans cette forêt, il y a aussi une bonne production de cônes, la présence de régénération au sol. Mais en moyenne, les arbres étaient moins hauts. Jean-Baptiste, en quoi les vieux arbres sont-ils importants pour toute la forêt ? Alors d'une part parce que ce sont de véritables arbres de vie. Grâce à leur large stature, à leur tronc imposant, leur grand nombre de branches, ils offrent un véritable refuge et une multiplicité d'habitats à différentes espèces, aussi bien d'insectes que de mammifères ou d'oiseaux. Ce sont aussi généralement des grands producteurs de graines. Ce sont des grands arbres avec beaucoup de branches, produisent donc beaucoup de fleurs, beaucoup de graines, et qui régalent les oiseaux, les écureuils, les sangliers ou encore les cervidés. Et puis enfin, également, ils possèdent de profondes et grandes racines qui, et ça a été démontré par des études, qui contribuent à maintenir et voire même améliorer la diversité microbienne des sols. Sur le plan écologique, ce sont donc vraiment des piliers de la vie des forêts. Est-ce que leur âge sera un avantage pour affronter le réchauffement climatique actuel ? C'est difficile encore de le dire, il y a un débat entre les scientifiques. Notamment, une étude récente sur les chênes en Europe interroge sur ce point. Des chercheurs de l'INRAE ont montré que des chênes, les populations de chênes en Europe qui étaient très bien adaptées au petit âge glaciaire, qui a duré donc pratiquement 4 siècles, entre 1450 et 1850 pratiquement. Ces chênes donc, qui étaient très bien adaptés à un climat froid ont su laisser la place à des jeunes pousses mieux adaptées à un climat chaud, à partir de la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Ce qui veut dire que la jeunesse peut avoir son mot à dire dans la régénération des forêts et leur adaptation à des changements climatiques. D'un autre côté, les chercheurs qui ont conduit ces simulations sur ces forêts anciennes et d'autres botanistes pensent que le patrimoine génétique unique des vieux arbres peut avoir son mot à dire et apporter un véritable supplément d'âme aux jeunes pousses face au réchauffement climatique. Comment ? Eh bien, ces vieux arbres sont généralement des grands producteurs de pollen, un pollen qui se disperse et qui peut aller féconder d'autres arbres et du coup disséminer les gènes de ces vieux arbres à différents arbres de différents âges et ainsi contribuer à maintenir une diversité génétique et à maintenir ces gènes d'anciens susceptibles d'apporter un petit plus pour faire face au changement climatique. Et du coup, ces scientifiques estiment que ces arbres ont un rôle clé à jouer pour l'avenir des forêts. Ma demeure se trouve au cœur de la forêt, près des racines de la montagne. Dans son mythique Seigneur des Anneaux, Tolkien avait rêvé d'une alliance entre les hommes et les vieux arbres pour sauver le monde. Encore faudra-t-il que nous parvenions à les préserver. Vous venez d'écouter Histoire de science. Pour aller plus loin, vous pouvez lire l'article dont est tiré cet épisode et bien d'autres encore dans Epsilon, le nouveau magazine d'actualité scientifique. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Histoire de science.